Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre notre cours sur les controverses à l'ère de l'Anthropocène. Et après les introductions, réintroductions d'espèces grands prédateurs, lynx, ours et loups, on va voir qu'il y a d'autres espèces qui soit de nouveau sont réintroduites, soit s'introduisent toutes seules de façon accidentelle ou parce qu'on est en lien avec le réchauffement climatique et qui, par leur fort nombre et les déprédations qu'elles commettent, sont considérées comme des espèces envahissantes ou espèces invasives. Alors l'espèce invasive, c'est l'anglicisme de invasive species, alors qu'envahissante, c'est la bonne terminologie française, si vous préférez, mais selon que je parle de l'une ou l'autre, mais c'est les espèces exotiques envahissantes, ce qu'on appelle plus dans le jargon les 3 E de ce cadre-là. Alors, en fait, on s'est rendu compte assez tôt qu'il y avait une invasion des espèces extérieures. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, essentiellement. Les lapins, par exemple, de Porto Santo, auquel s'est intéressé Charles Darwin au XIXe siècle, qui avait été introduit en 1418, et je cite Darwin dans De la variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication de 1868, s'accrurent si rapidement et devinrent si incommodants qu'on dut, à cause d'eux, abandonner de fait l'établissement. Donc il y avait tellement de lapins qui avaient été introduits sur ces îles portugaises qu'il avait fallu abandonner les lieux. Et puis vous avez un certain Thomas Austin, ça vous dira certainement rien, mais il est maudit des Australiens. Il est resté dans l'histoire parce qu'en 1859, il a introduit en Australie un couple de lapins et en moins de 10 ans a dépassé 20 millions d'individus. Tout simplement parce qu'il n'avait pas de prédateurs, justifiant l'introduction d'un remède pire que le mal, le renard, qui a préféré faire son ordinaire des marsupiaux australiens, et il a fallu introduire les myxomatoses en Australie pour pouvoir décimer les lapins, pour venir à bout de ce péril. Donc on voit finalement, on voit la difficulté qu'il y a de l'accommodation des espèces nouvelles, même pour des raisons simplement de domestication. Si vous prenez les moutons anglais qui ont été introduits en Australie, il y a eu un énorme problème en Australie, c'est que les moutons anglais, aucun insecte nécrophage ou coprophage pouvait détruire les défécations des moutons parce qu'ils n'étaient pas habitués. Il a fallu importer des insectes d'Angleterre adaptés aux animaux pour pouvoir les détruire, sinon vous aviez des terrains qui étaient étouffés par la merde de moutons, tout simplement. Donc on voit bien que l'introduction d'une espèce dans un milieu qui n'est pas le sien peut avoir des incidences ou sur le milieu, ou sur les autres espèces. Mais pourquoi est-ce qu'on a d'ailleurs procédé à des acclimatations ? Tout simplement aussi pour manger. Notre fameuse société d'acclimatation, ce qui est devenu la Société nationale pour la protection de la nature, avait créé donc société d'acclimatation. Les cerfs du jardin royal n'avaient qu'une seule vocation, c'était de voir comment on pouvait développer sur le territoire français des espèces végétales ou animales exotiques, exogènes comme on dirait maintenant, pour pouvoir nourrir le peuple français. Et donc ce fameux jardin d'acclimatation, cette société d'acclimatation avait même créé un prix d'encouragement pour l'élevage dans les lacs français de la grenouille bœuf américaine, la fameuse contre laquelle est en train de lutter l'Utah en ce moment, qui avait par rapport aux modestes amphibiens, qui avaient des cuisses un peu trop petites pour nourrir correctement la population. Et finalement, les populations locales de grenouilles n'ont dû leur salut qu'à un problème d'adaptation de cette grenouille au territoire français. Sinon, elle l'aurait envahi et remplacé. Donc, quelques petits exemples comme ceci. Tout simplement pourquoi ? Parce que les espèces invasives ou envahissantes seraient, d'après le Millennium Ecosystem Assessment, la deuxième cause de régression de la biodiversité après la dégradation ou la perte de l'habitat. On estime que 80% des plantes exotiques envahissantes en Europe ont été introduites pour l'ornement ou pour l'agriculture. Par exemple, vous avez un arbuste ornemental qui avait été introduit dans les années 30 à Tahiti, occupe maintenant les 2/3 de l'île et menace de disparition par sa compétition 40 à 70 espèces végétales allochtones ou endémiques. Mais il y a bien quand même assez longtemps que les scientifiques avaient pris conscience des risques qui étaient liés à ces espèces
qu'on pourrait dire espèces non natives, en termes d'impact sur les activités biologiques. On l'a vu essentiellement avec les menaces pour les cultures. Vous avez un certain nombre d'espèces qui, n'ayant pas de parasites locaux, n'ayant pas non plus de compétition locale, se surdéveloppent, la Jussie par exemple, et qui vont envahir totalement les cours d'eau jusqu'à les étouffer, et donc étouffant les plantes, étouffant également la population aquatique qui est inféodée. J'évoquais tout à l'heure, avant de commencer, par exemple, le fameux charmant écureuil gris américain, introduit en Europe, en Italie en 1948, et qui a mobilisé pendant des années les les écologistes et les forestiers, du fait des menaces pour les boisements fruitiers et commerciaux, et surtout pour la faune native. D'où le fait qu'on a mis en place un programme de protection de l'écureuil roux, non pas à cause des prédateurs naturels, mais pour lutter contre l'écureuil gris qui vient petit à petit le substituer. La défense des cultures a donné lieu à la même réglementation, tout simplement parce qu'il y a des effets dérivés, on va dire des dommages collatéraux qui n'avaient pas été du tout envisagés. Par exemple, la promotion de la lutte biologique contre les pucerons à l'aide d'Harmonia arixidis, qui est en fait ce qu'on appelle la coccinelle asiatique, qui est entomophage. Donc elle se nourrit en mangeant des insectes. Oui, mais elle ne mange pas que les pucerons contre lesquels on l'avait importé, elle mange aussi les larves des coccinelles locales. Et finalement, le remède est pire que le mal, parce qu'elle se livre à des prédations sur les espèces qui elles-mêmes étaient censées être assistées pour pouvoir protéger contre les pucerons. Et finalement, à part quelques études ponctuelles qu'on avait pu connaître, notamment au hasard de relevés botaniques, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, parce que pour la botanique, c'est que les plantes invasives s'implantent beaucoup plus rapidement que les animaux invasifs. Il n'y a pas le même délai d'implantation et surtout d'expansion en tant que telle. Enfin, ça va dépendre des espèces. Mais on a dû attendre 2005 pour qu'on ait en Europe un inventaire qui s'appelait Daisy, charmant nom, qui était en fait ce qu'on appelle les Alien Invasive Species, donc les espèces invasives étrangères, animaux et végétaux. Et on avait en 2005 considéré qu'il y avait plus de 10 882 espèces exotiques en Europe, et que parmi toutes celles-ci, vous aviez le plus les espèces végétales et, dans une moindre mesure, à peu près 2000 espèces d'invertébrés terrestres. L'idée étant que ces progressions, ces invasions, puissent se faire soit de façon accidentelle. Souvenez-vous de Vespa velutina nigrithorax, ça vous dit rien, ce qu'on appelle le frelon asiatique, qui est un grand prédateur et qui a été importé de façon totalement accidentelle, de la même façon que le moustique tigre importé de façon totalement accidentelle, notamment dans des pneumatiques dans lesquels il y avait de l'eau, puisqu'il suffit qu'il y ait un peu d'eau simplement pour que la femelle moustique puisse se reproduire et donc que le moustique puisse progresser sur le territoire sur lequel il se trouve. Donc on n'a pas, si vous voulez, que des effets de changement climatique. C'est très bien parce que la Méditerranée se réchauffant, eh bien vous avez des espèces non méditerranéennes de mer plus froide qui viennent se reproduire dans le secteur. De la même façon, dans les cours d'eau, à partir du moment où le cours d'eau se réchauffe, vous avez des espèces qui ne sont plus des espèces d'eau froide, mais des espèces d'eau tiède qui viennent se reproduire. Si dans le même temps, vous interrompez mécaniquement le flux du cours d'eau qui était une eau vive et qui devient une eau beaucoup plus stagnante parce qu'il y a des barrages, eh bien, vous augmentez cette capacité d'acclimatation des espèces qui deviennent invasives parce qu'elles se substituent petit à petit à l'espèce locale. Et donc de ce fait, il a fallu lutter contre celle-ci. Juridiquement, j'entends. D'abord, le droit international. D'abord, en droit international, la Convention de Berne, dont je vous ai beaucoup parlé, de 1979, sur la conservation de la vie sauvage, prévoit que les parties contractantes peuvent contrôler strictement l'introduction d'espèces non indigènes. Et ce contrôle strict
donne lieu à la possibilité de formuler des interdictions de ces espèces, et ce qui a donné lieu notamment en 2011 à une stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes qui va, on va le voir, perfectionner les instruments de lutte et surtout donner une feuille de route de façon à permettre de traiter ce problème écologique. De son côté, la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 dispose que les parties contractantes, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, empêchent d'introduire, contrôlent ou éradiquent, et on verra que ce sont les 3 mesures qu'on va retrouver en droit français et en droit de l'Union, interdire l'introduction, contrôler ou éradiquer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats et les espèces. Et finalement, au titre des mesures qui sont promues, la Convention va hiérarchiser les mesures. Vous avez la prévention des introductions, en précisant que c'est généralement beaucoup plus économique, mieux vaut prévenir que guérir. C'est beaucoup plus économique et beaucoup plus souhaitable pour l'environnement que les mesures de lutte prises une fois que ces animaux ou ces plantes seront introduites et implantées. Deuxième stade, c'est que quand l'espèce exotique envahissante a été introduite, il est vital de la détecter précocement, ce qui donc, on verra, nécessite d'avoir une documentation scientifique sur ces espèces. Je rappelle qu'il y en a plus de 11 000, donc il faut documenter plus de 11 000 espèces dans toute son écologie. Donc il est vital de la détecter précocement, de prendre des mesures pour empêcher qu'elle ne s'implante. Et puis enfin, si l'éradication n'est pas possible, ou si des ressources sur le long terme ne sont pas disponibles à cette fin, il doit y avoir des mesures de confinement. Donc on empêche ces espèces de se développer, on admet qu'elles sont là où elles sont, mais on ne peut pas faire autrement. On empêche leur dispersion. Par exemple, on le voit en France, lorsque vous avez, par exemple, des chantiers, eh bien, au titre de l'étude d'impact, notamment lorsque vous avez des terres d'importation pour pouvoir faire du recouvrement, eh bien, vérifier qu'il n'y ait pas de graines d'espèces exotiques envahissantes à l'intérieur, parce que ça permettrait leur propagation du fait d'un chantier, par exemple. Donc, on va essayer de confiner ces espèces dans des secteurs donnés. Donc, on va éradiquer tout autour, on va empêcher le dépassement de certaines limites de façon à éviter leur expansion. Vous trouvez également des dispositions dans la directive Habitat. Dans la directive Habitat du 21 mai de 1992, je cite, les États membres veillent à ce que l'introduction intentionnelle dans la nature d'une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée de façon à créer aucun préjudice aux habitats naturels dans leurs aires de répartition, ni à la faune, ni à la flore sauvage indigène. Et si les États le jugent utile, ils peuvent interdire leur introduction. Et c'est finalement un dispositif extrêmement pertinent puisqu'il a été développé par une directive, on le verra, et par un règlement qui a été renouvelé, qui va lui déterminer sur ce fondement-là toute une série de dispositifs. On avait connu antérieurement à 92 une disposition en 1977, mais c'était une disposition qui était essentiellement liée aux mesures sanitaires de protection des végétaux. Donc c'était l'interdiction d'introduction d'un certain nombre d'éléments, notamment de l'entomofaune, enfin la faune entomophage, donc qui mange les plantes, pour lutter contre celles-ci. Mais, et il faut bien voir qu'ici on est tenu, puisqu'on est dans des risques de distorsion de concurrence, on est tenu aussi par les règles du marché, puisqu'on est dans le droit de l'Union. De la même façon, si on se place sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce, sur l'OMC, sur les transferts et sur les commercialisations d'espèces, on est aussi tenu par les règles internationales. Et c'est pour ça qu'il est parfois délicat de fixer des limites à la commercialisation de certaines espèces, sauf à le fonder pour des raisons sanitaires ou environnementales, parce que ces types font l'objet de commerce. Prenons cette charmante petite tortue californienne qui, lorsqu'elle grandit un peu trop dans l'aquarium, est lâchée dans certains plans d'eau, comme le plan d'eau du parc de la Tête d'Or, par exemple, avec une pullulation de ces espèces-là, alors même que leur commercialisation, une époque, n'était pas interdite tout simplement. Et donc, la libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises peut donner lieu à des restrictions. La libre circulation des marchandises
Une affaire très emblématique, c'était sur une affaire dite de l'abeille brune de Lascaux, donc au Danemark. En l'occurrence, ici, une personne était poursuivie pénalement pour avoir enfreint la réglementation danoise qui interdisait de détenir sur cette île danoise des abeilles autres que celles appartenant à une sous-espèce d'Apis mellifera mellifera, donc l'abeille domestique, qui était l'abeille brune de Lascaux. Et la question qui se posait, c'est de savoir si, finalement, l'infraction était constituée parce que le requérant attaquait en disant l'interdiction qui a été faite par le Danemark portait atteinte à la réglementation communautaire sur la libre circulation des marchandises. Je dispose, j'importe sur le territoire une abeille particulière, je suis condamné, je suis sanctionné pénalement, je remets en cause la sanction pénale en remettant en cause l'infraction. L'infraction n'est pas constituée parce qu'elle est contraire au droit de l'Union. Donc, on voit bien que cette question d'introduction d'une espèce peut poser une question juridique. Et finalement, la question qui est posée à la Cour de justice, c'est de savoir si la restriction quantitative à l'importation d'une espèce comme l'abeille brune de Lascaux, présentait des caractéristiques particulières et finalement, est-ce qu'elle n'était pas nécessaire pour préserver une population animale indigène qui présentait des caractéristiques distinctes et qui permettait de maintenir la biodiversité sur place. Et donc, si vous voulez, toute la difficulté, c'est est-ce qu'on a le droit d'importer sur un territoire des espèces animales données, alors même qu'elles seraient dangereuses pour la population, ou est-ce qu'on peut quand même le faire alors même que ça permettrait notamment de renforcer des espèces ou de sauver une espèce sur un territoire donné ? En gros, c'est la même question qui se pose par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois sur la réintroduction. La réintroduction, c'est que l'espèce était déjà existante. Et l'introduction, c'est qu'elle n'existe pas du tout sur le territoire donné. Et donc, finalement, est-ce que l'objectif de conservation de la biodiversité peut justifier des mesures de restriction au commerce ? C'est là qui était l'enjeu, y compris donc pour lutter contre des espèces éventuellement envahissantes. Des espèces envahissantes. Eh bien, le juge va considérer qu'il y a protection dès lors que les populations supposées d'abeilles ici présentent des caractéristiques qui les distinguent des autres et qui sont jugées, par conséquent, dignes de protection, soit pour les mettre à l'abri d'un éventuel danger d'extinction plus ou moins imminent, soit en l'absence d'un tel risque pour un intérêt scientifique ou pour la préservation de la population pure à l'endroit concerné. Donc, si vous voulez, pour éviter qu'il y ait des croisements interspécifiques entre des espèces, on va interdire l'importation de certains types d'abeilles sur le territoire donné. Est-ce que ça porte atteinte aux mesures commerciales, donc la liberté de commerce et de l'industrie? Non, répond la Cour de justice, parce que ça va être fait pour protéger la biodiversité. L'instauration par la réglementation nationale d'une zone de protection, cette île, à l'intérieur de laquelle il est interdit de détenir des abeilles autres que les abeilles brunes de Lascaux, et à ce, aux fins d'assurer la subsistance de ces dernières, constitue une mesure appropriée au regard de l'objectif poursuivi. Donc, on peut, sur un territoire donné, empêcher l'introduction d'espèces étrangères qui permettraient, par l'hybridation, une dégénérescence de celle-ci, puisque la Cour de justice parle bien de caractériser, garder une race pure. Mais on a quand même, quoi qu'on en dise, avec ces textes et avec cette jurisprudence, une réglementation qui est très faible. Une réglementation qui est très faible en tant que telle. Qui est très faible. Tout simplement parce que vous avez une directive mais qui n'est pas complète, et surtout qui doit fonctionner avec d'autres textes qui n'ont strictement rien à voir avec les espèces invasives et qu'on va appliquer ponctuellement par rapport à leur objet en tant que tel. Par exemple, la directive cadre sur l'eau. Que vient faire une directive cadre sur l'eau sur la protection des espèces invasives, tout simplement. Donc c'est la directive du 23 octobre 2000. Tout simplement parce que vous avez, au titre des critères de ce qu'on appelle la bonne qualité de l'eau, le critère biologique. Eh bien, on considère au titre des annexes concernant le critère biologique que les États doivent identifier la présence d'espèces exotiques envahissantes à prendre en compte lors de la réalisation d'un état des lieux et de la mise en place d'un programme de surveillance et de mesures correctrices. Donc le bon état écologique d'un cours d'eau
ou d'une masse d'eau, si on prend la terminologie communautaire, c'est notamment d'éviter qu'il y ait des espèces aquatiques envahissantes. La stratégie cadre pour le milieu marin du 17 juin 2008 également, notamment au titre de nouveau du bon état, descripteur qualificatif servant à définir le bon état écologique, au titre de l'annexe 1, deuxièmement, il est précisé, sont concernées les espèces non indigènes introduites par le biais d'activités humaines qui sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes. Eh bien, dès lors qu'il y a introduction d'espèces qui mettent en péril la biodiversité, les États membres doivent inclure ces espèces, donc sous-entendu exotiques envahissantes, dans les critères du bon état écologique. S'il y en a trop, si elles présentent un danger par leur propagation, elles peuvent être faire l'objet d'une éradication. Et puis vous avez d'autres textes sur ce point, par exemple un règlement de 2007 sur l'utilisation en aquaculture d'espèces exotiques et d'espèces localement absentes. On fait revenir ou on introduit des espèces tout simplement parce qu'elles se reproduisent plus vite. Donc elles présentent un gain économique meilleur pour l'aquaculteur. Mais elles peuvent de ce fait présenter des risques particuliers. La truite arc-en-ciel, l'huître du Pacifique, le saumon, par exemple, qui ne sont pas des espèces franchement locales, notamment l'huître du Pacifique, et qui peuvent de ce fait, par leur adaptation à leur milieu, présenter, et surtout par l'absence de prédation, présenter un fort risque d'invasion de ce fait-là. Ce qu'il faut éviter, d'ailleurs c'est ce que dit le règlement commence par ça, pour bien donner l'idée de ce que ça représente, c'est l'aquaculture a tiré des avantages économiques de l'introduction d'espèces exotiques. L'objectif futur en matière de protection sera d'utiliser au mieux les avantages des introductions et au transfert, tout en évitant de nuire aux écosystèmes, en empêchant les interactions biologiques néfastes avec les populations indigènes, notamment les mutations génétiques, et en limitant la propagation de ces espèces. Donc on a une espèce de plan d'action largement fixé au titre de ce fait de l'aquaculture. Mais une fois qu'on a dit ce qu'était une espèce exotique envahissante, encore faut-il savoir ce que c'est. Et c'est pour ça qu'on a eu ce fameux catalogue DAISY avec pratiquement 11 000 espèces, c'est qu'il faut les recenser, il faut les inventorier, savoir ce qu'elles sont, déterminer leurs caractéristiques pour dire, alors notamment si c'est une sous-espèce qui est invasive par rapport à une espèce, comment on le détermine. Et donc, la Commission européenne a fixé des listes d'espèces exotiques complétées par des espèces exotiques dites envahissantes. Vous avez eu la première qui est adoptée le 13 juillet 2016, qui a été complétée avec 2 nouvelles listes en 2017 et 2019, qui a porté le nombre d'espèces réglementées à 66, 36 espèces végétales, 30 espèces animales, et la dernière qui a été adoptée, c'est celle du 12 juillet de l'année dernière, qui modifie le règlement d'exécution et qui donc porte à 96 le total, 54 espèces animales et 42 espèces végétales. Mais l'intérêt de ce nouveau dispositif réglementaire, règlement donc du 22 octobre 2014, c'est de renforcer les mesures. D'abord, on a une définition rénovée de qu'est-ce que c'est une espèce exotique, de quoi parle-t-on? En droit, on a toujours besoin de qualifier pour appliquer une mesure. L'espèce exotique, en résumé du dispositif, c'est toute espèce, tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur, d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes. Donc, l'espèce exotique envahissante peut également être sous la forme de micro-organismes. Vous imaginez ce que ça peut dire pour les repérer. Et généralement, on ne les repère qu'à partir du moment où ils ont commencé leur dommage, donc généralement beaucoup trop tard, et qui peuvent être transplantés notamment dans des pots de fleurs que vous achetez, qui viennent de l'étranger, ou que vous ramenez de l'étranger, par exemple dans votre coffre sans déclarer à la douane et qui n'ont pas une labellisation particulière et qui feraient l'objet d'un contrôle sanitaire. Vous pouvez comme ceci transmettre uniquement par un transfert de terre des espèces exotiques envahissantes, puisque ça va jusqu'au rang du micro-organisme. Vous avez également toute partie gamètes, semences, œufs, propagules de l'espèce, tout hybride, etc., mais surtout, qui est capable de survivre dans son nouveau milieu et de se reproduire.
Si elle n'en est pas capable, elle disparaît, naturellement. Mais elle devient envahissante, puisque vous avez un deuxième critère, dès lors que l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité ou les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes pour la biodiversité et ses services. Puis après, vous avez des classements particuliers qui sont espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne, et donc là, c'est la Commission qui peut fixer des listes, ou alors des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, mais pas pour l'Union. Et là, c'est l'État membre qui, après avoir communiqué sa liste à la Commission, va pouvoir, parce que ça empêche le transfert à la fin commerciale de cette espèce, l'État va pouvoir arrêter une liste qui lui est propre sur son territoire pour dire cette espèce sur mon territoire est exotique envahissante, alors même qu'elle ne serait pas nécessairement dans la liste communautaire. Fait que la liste communautaire, quand on dit qu'elle fixe jusqu'à présent désormais 96 espèces, oui, au niveau de l'Union européenne, puis après vous avez des listes internes qui ne sont pas visées. Mais pour cela, il faut nécessairement des données scientifiques, et c'est pour ça que ça prend toujours du temps de déterminer ce qui peut être préoccupant. Ce qui était exotique à un moment est resté exotique, même s'il y a une très forte acclimatation. La tomate est une espèce exotique, le maïs est une espèce exotique. On pourrait considérer que dans certains champs, c'est une espèce envahissante, mais elle n'est pas préoccupante de ce point de vue-là. J'ai pris un exemple de parfaite acclimatation et de domestication d'une espèce étrangère, alors que d'autres pullulent, ne sont pas maîtrisables et surtout portent atteinte à un certain nombre d'autres éléments locaux. Mais il est bien dit, l'introduction d'une espèce est interdite. Or, l'introduction, c'est le déplacement qui est défini par la suite d'une intervention humaine d'une espèce en dehors de son aire naturelle de répartition. Ce qui veut donc dire que une espèce exotique envahissante n'est pas réglementée de la même façon dès lors que sa propagation se fera, on va dire, de façon naturelle. Un oiseau qui, sentant le changement climatique, remonte sur le nord alors qu'il était beaucoup plus sur le sud dans son aire naturelle de répartition, qui devient envahissant, n'est pas considéré au titre de ce règlement de 2014 comme une espèce exotique envahissante, tout simplement parce qu'il n'a pas été introduit, il s'est introduit tout seul. D'accord ? C'est pas la même chose. Vous avez certains, par exemple, insectes xylophages qui sont introduits sur le territoire français parce qu'ils sont dans des bois morts et introduits parce qu'ils y avaient pondu, de ceux qui suivent les changements climatiques et remontent petit à petit en Europe et détruisent une partie de la forêt allemande ou française. Donc vous avez, si vous voulez, deux optiques très très différentes. Même si les moyens de lutte peuvent être identiques, ce ne sont pas déjà les mêmes réglementations, mais ce ne sont pas des espèces exotiques envahissantes au sens dont je parle ici, même si on a un organisme de surveillance de la biodiversité. Alors, quelques éléments clés de ce règlement, en tant que tel. C'est que, à partir du moment où vous avez un risque lié à ces espèces-là, introduire ces espèces pour faire des recherches sur celles-ci, les capturer, nécessite une autorisation administrative. Il ne faudrait pas que, sous prétexte de contrôle administratif et autres, on se mette à faire pulluler par accident ces espèces sur le territoire. Et donc les États membres de l'Union européenne vont pouvoir délivrer des permis autorisant des travaux de recherche ou de recherche à des fins médicales ou à des fins de destruction de ces espèces envahissantes. Et dès lors que ces espèces font l'objet d'une autorisation, elles devront faire l'objet d'une détention en milieu confiné pour éviter qu'elles s'échappent. Elles seront transportées, dit le règlement, dans des conditions rendant tout de suite impossible. Enfin, vous avez plusieurs barrières qui sont biologiques, chimiques, mécaniques, etc. Un peu comme pour les OGM, pour éviter qu'en phase d'expérimentation, elles s'échappent. À compter sur ce cadre-là, et c'était bien un des griefs qui était fait à la France en 2017 par la Commission sur l'application du règlement de 2014, c'est que dans un délai de 3 ans à compter de l'inscription d'espèces sur la liste des espèces exotiques envahissantes, eh bien, les États membres doivent mettre en place des plans d'action
Ce ne sont pas des plans nationaux d'action comme on l'a vu pour le lynx, l'ours ou le loup, ce sont des plans nationaux d'action de régulation, de destruction de ces espèces envahissantes pour faire face en fait aux voies principales d'introduction sur le territoire, notamment par la voie aérienne du tourisme, par la voie commerciale, etc., etc. Donc vous avez tout un ensemble de mesures qui doivent être arrêtées à l'échelon national pour interdire, pour empêcher l'introduction, la propagation non intentionnelle de ces espèces sur le territoire. Ensuite, une fois qu'ils ont adopté ces dispositifs, si je prends par exemple le plan national d'action français. Le plan national d'action, c'est le plan 2022-2030 qui va fixer, sur les espèces invasives, 4 priorités d'intervention et vous aurez une vingtaine de mesures ensuite. Je t'en donne juste quelques-unes. Priorité d'intervention, on retrouve presque les mêmes que pour le loup et le lynx par exemple. C'est communication, sensibilisation, formation. Les horticulteurs doivent être informés, doivent savoir que lorsqu'ils importent des plantes de l'étranger, elles doivent avoir telle et telle caractéristique. Les douaniers également doivent l'être lorsqu'ils font les contrôles, tout simplement pour éviter la commercialisation donnant lieu à propagation. Vous avez également des guides d'information pratiques sur les espèces exotiques envahissantes, notamment des campagnes de communication par filière pour dire que telle et telle espèce est exotique envahissante. Vous avez également, alors là on descend sur le plan plus juridique, on est moins dans le guide que dans l'aspect juridique, c'est des chartes d'engagement, des conventions cadres avec des professions par rapport au contrôle de ce qu'ils commercialisent. Vous avez des cadres réglementaires qui sont consolidés de ce point de vue. On le verra d'ailleurs avec la loi biodiversité du 8 août 2016 qui va renforcer sur le territoire français la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Vous avez finalement la promotion de l'interdiction d'introduction dans le milieu naturel, voir ce qui se passe à l'étranger. Finalement, si ça marche bien ailleurs, pourquoi, comment, est-ce que c'est transposable? Et puis vous avez, 4e train de mesures, le contrôle et la surveillance. Le contrôle et la surveillance, c'est alerte, détection précoce et suivi. Et avec tout ceci, vous avez tout un ensemble de mesures, soit transversales, soit ponctuelles. Les mesures transversales, par exemple, c'est de renforcer la coopération interministérielle. C'est là qu'on commence à parler du One Health, c'est-à-dire une seule santé dans le cadre des territoires européens, et pas simplement le One Health sur un territoire donné, mais à l'échelon de l'Union, parce que comme on est par bassin de biodiversité, on peut avoir des propagations, on va dire naturelles, d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire allemand ou français qui vont aller en Belgique, par exemple. Bref, tout un déplacement. Donc il faut qu'il y ait une parfaite information interétatique et dans une prise en compte globale du dispositif One Health. Vous avez surtout l'interdiction de la propagation par le commerce en ligne, qui est difficilement contrôlable, ce qui implique de renforcer un certain nombre de mesures de contrôle de sites de commercialisation, toujours pas trop regardants sur ce qui est commercialisé. Et en tout cas, ils ne peuvent pas contrôler chaque paquet, compte tenu des centaines de milliers qui sont transférés tous les jours. Vous avez des mesures sur le transport, la biosécurité en matière de transport. Vous avez également l'amélioration du transport international de passagers pour éviter le transport de certaines espèces. Par exemple, vous allez à l'étranger, vous voulez vous implanter parce que vous êtes non natif et que vous avez trouvé un emploi. L'interdiction, même si ça peut vous faire plaisir d'avoir une sachet de graines de votre pays d'origine, vous ne mangerez plus la même salade forcément parce que... Non mais c'est tout un ensemble d'éléments qui restent aussi éminemment culturels et qui sont dans la sensibilisation à laquelle on ne fait pas toujours attention dans ce cadre-là. Et c'est ce que promeut par exemple le plan français 2022-2030 de ce point de vue-là. Vous avez également imposé par le règlement de 2014, les systèmes de surveillance visant sur le fondement des listes arrêtées à renforcer la surveillance. Quand on dit surveillance, ce n'est pas seulement surveillance aux frontières, c'est surveillance sur le terrain, de savoir ce qui est mis en place ou pas et les risques que l'on peut avoir. On commence à se rendre compte que la coccinelle asiatique, qui était considérée comme un très bon auxiliaire de culture par son niveau de reproduction et surtout par
son appétit finalement est un remède pire que le mal. Donc, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on doit détruire? Comment est-ce que finalement on va informer le jardinier du dimanche à qui on a dit vous arrêtez les pesticides, vous allez rechercher un certain nombre de produits alternatifs, on lui offre des produits qui finalement sont plus les bons. Si vous voulez, culturellement, il y a quand même un certain nombre d'éléments et qui mettent du temps à s'installer dans les mentalités. Vous avez des contrôles officiels qui sont promus, et surtout, et c'est la grande nouveauté par rapport au dispositif antérieur de 2005 qui finalement reposait plus sur des régimes de liste, c'est le fait qu'il doit y avoir une restauration des écosystèmes endommagés. C'est-à-dire que les États membres doivent prendre des mesures qui visent à contribuer au rétablissement des des écosystèmes dégradés, endommagés ou détruits par ces listes-là. Se pose naturellement un problème. Et qu'est-ce qu'on fait de nos petits animaux domestiques qui étaient des espèces exotiques envahissantes? En fait, vous avez eu donc forcément des dispositions transitoires. C'est ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. On va chercher telle espèce, tortue de Californie, nouvel animal de compagnie, c'est plus le chien, le chat, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, vous avez toute une série de dispositions transitoires qui ont été adoptées dans ce cadre-là. Les individus sont autorisés à conserver leur animal de compagnie, à condition qu'ils aient été acquis avant l'élaboration de la liste et qu'on ait mis en place des mesures appropriées pour les empêcher de s'échapper. Il n'y a pas de raison de trouver un alligator dans un lac français par exemple. Et pourquoi pas si vous relâchez votre alligator domestique sans l'avoir déclaré. Enfin oui, c'est ce genre de choses qui peuvent paraître un peu bêtes comme comportement, mais le fait de simplement relâcher sa tortue ou une grenouille qu'on a achetée parce qu'on trouvait sympa dans le terrarium et puis qui se reproduit dans un plan d'eau où elle n'a pas de prédateur, elle se démultiplie, puis ensuite elle attaque la même niche écologique que celle qui était sur place et finalement la chasse parce que l'autre n'a plus à manger, si tant est qu'elle ne la mange pas elle-même finalement, ou elle mange ses œufs par exemple. Bref, vous voyez, c'est ce genre d'éléments. Et donc pour éviter qu'ils s'échappent, ou du moins qu'on les fasse s'échapper. Et ensuite, à partir du moment où vous avez l'inscription d'une espèce animale qui est domestiquée, bien qu'invasive, chez une personne, eh bien dans la première année qui suit l'inscription sur cette liste d'espèces invasives, les opérateurs commerciaux de cette espèce peuvent, c'est une mesure dont je n'ai jamais compris les termes, mais donc pendant une année à compter de l'inscription sur la liste d'espèces envahissantes, les opérateurs de commerce peuvent continuer de les vendre pendant une année jusqu'à épuisement des stocks. Donc s'ils disposent d'espèces qui sont censées être dangereuses, malgré tout pour la biodiversité, ils ont quand même cette possibilité. Mais au cours de la deuxième année, ils ont la possibilité de soit les vendre, soit les transférer à un établissement qui dispose d'un permis, ou alors, la formule est savoureuse, de les éliminer sans souffrance. Mais ces transactions seront autorisées à condition que les espèces concernées ne puissent pas s'échapper ou ne puissent pas se reproduire. Donc soit elles sont stérilisées, soit elles sont maintenues dans des conditions de captivité qui fait qu'on a toute garantie pour éviter qu'elles, pardon l'expression, partent dans la nature. En droit interne, vous avez eu tout un dispositif qui a été mis en place initialement, principalement par la loi Barnier, par la loi des terres, donc développement des territoires ruraux, du 23 février 2005, qui interdit l'introduction dans le milieu naturel volontaire ou par négligence ou par imprudence d'un spécimen d'une espèce végétale non indigène au territoire d'introduction ou non cultivée. Bref, vous avez toute une série de mesures qui visent essentiellement les espèces végétales, sauf à le faire pour des raisons d'intérêt général. Mais le dispositif était assis sur des textes trop anciens, pas assez modernisés par rapport au nouveau dispositif du projet de règlement et désormais du règlement de 2014, d'où le fait que la réglementation actuelle en France repose sur la loi biodiversité du 8 août 2016. Ce sont les articles L411-5 à L411-7 du Code de l'environnement.
Premier principe, l'interdiction. Il est interdit d'introduire dans le milieu naturel, soit volontairement, soit par négligence, soit par imprudence, des espèces qui sont susceptibles de porter préjudice au milieu naturel, aux usages que l'on peut avoir des milieux naturels, ou à la faune ou à la flore sauvage. Et donc on interdit donc les espèces animales non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques. De la même façon pour les espèces marines. Bref, vous avez tout un ensemble d'éléments, espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté ministériel. Bref, vous avez toujours le même laïus, c'est ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas domestique fait l'objet d'une interdiction par inscription sur une liste, sauf autorisation après évaluation par l'autorité administrative. Donc il est toujours possible, pour un certain nombre de motifs, d'avoir sur le territoire un certain nombre d'espèces exotiques, mais qui ne seront pas considérées comme envahissantes parce qu'elles seront contrôlées. Elles ne seront finalement envahissantes que parce qu'elles sont inscrites sur cette liste d'espèces. Donc ça sera un caractère invasif, spéculatif, purement putatif, mais pas réel si elles sont effectivement contrôlées. Ensuite, il sera possible, c'est le deuxième dispositif, d'interdire ces espèces, l'introduction de ces espèces, dès lors qu'elles seraient susceptibles de porter atteinte au patrimoine naturel français. Donc elles devront faire l'objet d'un contrôle sous transit douanier, interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, d'échange, de vente, de mise en vente, de cession de tout spécimen. Bref, vous avez une liste différenciée qui va permettre de contrôler particulièrement celle-ci. Ensuite, va y avoir un deuxième stade après l'introduction, c'est le contrôle. Il va y avoir des agents, ce qu'on appelle de la surveillance biologique du territoire, qui vont avoir la capacité de venir contrôler dans les installations ou sur le terrain ou chez les particuliers qui auraient déclaré disposer d'une espèce exotique, et bien venir contrôler, qu'elle y est toujours, qu'elle est toujours sous contrôle, et 3, qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une pullulation qui rendrait sa présence dangereuse en tant que telle. Et donc vous avez toute une liste de catégories d'espèces animales et végétales qui sont contrôlées. Et alors, si à la suite du contrôle, on constate qu'il y a effectivement espèces exotiques envahissantes non autorisées, eh bien, ils peuvent ordonner leur garde, ils peuvent ordonner leur refoulement, donc c'est l'aspect en douane, ou alors leur destruction. Et si l'introduction a été autorisée, il faut que celui qui se prévaut de l'autorisation puisse la présenter aux agents des douanes. Sinon, il peut y avoir saisie. En douane de ce point de vue-là. Enfin, interdiction, contrôle, la lutte. La lutte, le dernier stade, c'est que lorsque la présence dans le milieu naturel de cette espèce est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à sa capture, à son prélèvement, à sa garde ou à sa destruction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir appliquer à ce contrôle particulier conduisant à une destruction l'application d'un vieux texte de 1892 qui sert ordinairement pour pénétrer aux agents de l'État, pour pénétrer dans les propriétés privées, pour préalablement à certains travaux publics. Lorsque vous avez, par exemple, un travail public qui va avoir lieu sur votre terrain ou à proximité pour pouvoir mesurer quels seront les dommages, faire des prélèvements, vous avez une loi qui autorise le préfet à ses agents de pénétrer dans les propriétés privées. Eh bien, ce texte est appliqué pour autoriser les agents de contrôle de la surveillance biologique du territoire à venir sur place pour contrôler si ces espèces-là sont présentes ou pas. Quatrième stade, la lutte. La lutte contre les espèces, il est précisé qu'elles font l'objet de plans nationaux de lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des plans nationaux de lutte qui sont génériques,
le plan national 2022-2030 que je vous ai cité, et d'autres qui sont spécifiques à certaines espèces. Et puis vous avez on va dire une association qui est faite avec des organismes, par exemple des corporations, comme par exemple les BTP. Le BTP publie souvent des guides, ou alors les carrières, notamment sur le sort des terres de découverte, publie des guides pour savoir ce que l'on va faire, ou ce que l'on doit faire des terres de découverte lorsque vous avez des risques d'importation ou de transfert d'espèces exotiques envahissantes. Lorsque vous avez par exemple des prélèvements de granulats dans les cours d'eau, en prélèvement dans les cours d'eau, vous pouvez récupérer des jussis par exemple, qui vont, si elles sont encore vivantes lorsqu'elles vont être transférées, recoloniser le milieu dans lequel elles vont se trouver. Donc vous avez des recommandations, soit pour broyer les éléments que l'on a extraits, soit au contraire pour les laisser sur place un certain temps avant de les transférer pour que la plante meure. Voyez, ou alors faire les travaux à une certaine époque qui n'est pas en période de floraison et de reproduction de la plante pour éviter qu'il y ait des graines qui se retrouvent dans le sol. Enfin, vous voyez, donc toute une série de techniques mais qui sont propres à certaines espèces en particulier. Mais le dispositif que l'on connaît en droit français s'est fortement développé, notamment en droit international, dans un cadre particulier, dont au départ on n'avait pas du tout idée, c'est ce qu'on appelle les eaux de ballast. Alors les eaux de ballast, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, ce sont les eaux qui sont prélevées sur un espace marin donné pour permettre au navire d'avoir son poids suffisant pour pouvoir naviguer. Et une fois que les navires vont au port de réception, qu'ils vont charger, eh bien ils vont vider l'eau du ballast dans l'autre mer. Et donc de ce fait, vous avez des transferts qui se font par les eaux de ballast. Alors dans les eaux de ballast, donc, vous n'avez pas de filtre au départ. Donc vous avez une simple aspiration dont l'objectif c'est de remplir le plus rapidement le navire, puisqu'un navire qui ne navigue pas, c'est un navire qui coûte. Donc on remplit très rapidement le navire. Donc on peut avoir plein d'espèces exotiques, des espèces indigènes à un espace maritime donné, et qui vont, après que l'on va déverser le ballast dans une autre mer, se retrouver, et si les conditions sont correctes, eh bien elles se développent. Je ne parle pas naturellement de tout ce qui est accroché aux ancres, de tout ce qui est accroché aux coques des navires, etc., et qui peuvent se déplacer par ce biais. Ferdinand de Lesseps, lorsqu'il a fait son fameux canal de Suez, n'avait pas imaginé une seule seconde que les eaux d'un océan allaient se transférer en Méditerranée et donc faire des transferts. Et comme la Méditerranée se réchauffe du fait du changement climatique, favoriser l'acclimatation de certaines espèces en Méditerranée et qui sont largement colonisées par celle-ci. On l'a vu assez largement lorsque vous avez eu l'épisode de Caulerpa taxifolia, la caulerpe, qui supposément échappée du musée océanographique de Monaco, a parfaitement colonisé le sous-sol au large de Monaco de la Méditerranée et dont on n'arrivait pas à trouver de solution, si ce n'est d'introduire, un peu comme on l'a fait en Australie finalement, un remède pire que le mal, c'est d'avoir la limace exotique qui était capable de la dévorer, mais qui pouvait aussi manger les Posidonie, les Hervia Posidonie qu'il y avait sur le secteur. Simplement parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas maîtriser une espèce qui n'a pas son propre prédateur, puisqu'elle est hors champ de ce point de vue-là. Mais qu'est-ce qui fait que finalement on avait pendant un certain temps très peu connaissance de ce phénomène? C'est qu'il n'était pas renseigné scientifiquement, mais surtout c'est que les espèces qui passent d'un océan à l'autre, se retrouvent d'un océan chaud à un océan froid ou d'un océan froid à un océan chaud, donc ne sont pas dans son biotope et disparaissent naturellement. Et donc, si vous voulez, les barrières biogéographiques, les barrières techniques constituent des obstacles infranchissables pour certaines espèces. D'autres, au contraire, notamment les micro-organismes, sont beaucoup plus adaptables, s'adaptent beaucoup plus facilement. Et donc, petit à petit, à partir du moment où vous avez des réchauffements qui se produisent des mers et qui vont donner des conditions non pas identiques mais similaires aux conditions du milieu d'origine, vous allez avoir une implantation de ces espèces dans un milieu qui n'était initialement pas le leur. Vous avez annuellement
Alors là, je me fixe sur les chiffres de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui, on va le voir, a permis l'application d'une convention internationale sur la gestion des eaux de ballast. Mais uniquement pour ça. Vous avez, dans le monde, entre 3 et 5 milliards de tonnes d'eau de ballast qui sont transférées. Ça vous donne quand même un chiffre sur la capacité que cela peut avoir de transfert d'espèces qu'il peut y avoir à l'intérieur, entre 3 et 5 milliards de tonnes. Et vous avez, chaque jour, grosso modo, 7000 espèces qui sont transportées par les eaux de ballast. Donc d'un océan à l'autre, d'un système biogéographique à l'autre. Et finalement, vous avez, si vous voulez, un trafic maritime qui, dans le même temps, permet de traverser la zone tropicale sans être arrêté par une barrière thermique. Et donc là, vous avez deux eaux à peu près de température équivalente, mais pour lesquelles les espèces auraient dû transiter par une eau qui ne leur était pas favorable, mais dès lors qu'elles sont dans la coque à l'intérieur du navire, elles ne sentent pas la différence, elles sont relâchées dans une eau qui leur est favorable, elles ont pu, comme cela, éviter d'avoir la barrière thermique et donc se reproduire dans l'autre milieu. Voilà. Donc vous avez à peu près 7000 espèces qui se promènent, qui se permettent de promener tous les jours. Donc, évidemment, les eaux de ballast favorisent ce qu'on appelle les introductions clandestines. Les introductions clandestines en tant que telles. Je vous en donne juste quelques exemples que vous connaissez sans doute. La moule zébrée. La moule zébrée, dont vous en avez par exemple plein le lac de Neuchâtel, qui présente ces particules, alors que c'est une moule américaine au départ. Puis il y a des moules, l'écrevisse américaine, il y a aussi les moules zébrées qui sont en fait des moules qui viennent de la mer Noire, c'est pas le même lieu, mais qui ont été introduites accidentellement ou par des transferts de navires qui étaient achetés sur un état et qui ensuite dit tiens, je vais m'installer en Suisse, je viens avec mon bateau, il y a du ballast à l'intérieur et hop, c'est transféré. Le problème de ces petites bestioles charmantes, c'est qu'elles mangent toute la nourriture locale, surtout elles ont la faculté de s'agglomérer tout autour des sorties d'égout pour mieux manger et les bouches. Et dans ce fait, vous avez ensuite des problèmes sanitaires qui peuvent se créer, outre le fait qu'elles ne sont pas nécessairement comestibles au regard de ce qu'elles consomment. Et donc vous avez comme exemple ces bestioles qui ont été déplacées d'un état à l'autre sous forme de larves, par la moule complète que vous connaissez, mais la larve de moule qui est dans l'eau de ballast et qui se promène de ce fait-là. Par exemple, vous avez l'étoile de mer du Pacifique Nord, qui a été transférée jusqu'en Australie par les eaux de ballast et qui ont trouvé des eaux favorables et se sont développées. Je rappelle que l'étoile de mer, il y a un truc qu'elle adore, qu'elle mange bien, c'est notamment les coquilles Saint-Jacques. Donc vous avez donc des prédations qui sont faites dans les élevages. Donc vous avez comme ceci tout un ensemble d'éléments qui sont liés exclusivement par le transfert d'œufs de ballast. Elle mange aussi les huîtres, les palourdes, etc. Tout ce que consomme l'humain et que surtout il cultive. Et donc, en droit international, puisqu'il faut bien trouver une solution à ceci, en droit international, dans le droit fil de la Convention de Montego Bay, donc de 1982 sur le droit de la mer, vous avez eu, en 2004, l'OMI, sous son égide de l'Organisation maritime internationale, une convention pour le contrôle et la gestion des eaux et des sédiments de ballast. Elle vise en fait à éviter les transferts d'un écosystème marin à un autre, là où il pourrait être nuisible. Et donc l'idée, c'est de préserver la qualité de l'eau en évitant d'utiliser des produits chimiques. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce problème soit plus pire que le mal. Oui, on a détruit toute la faune qu'il y avait dans les ballasts, on a mis des produits chimiques, puis après on les relargue. L'idée aurait pu être séduisante d'un point de vue de l'efficacité, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on recherchait au regard de la protection des eaux de déversement. D'où le fait que, et si vous voulez, on va utiliser des techniques qui sont de prélèvement en continu, c'est l'objet, c'est plutôt de charger toute l'eau dont on a besoin pour stabiliser le navire, c'est de faire un chargement en continu, c'est-à-dire non pas de son port d'attache complètement plein et de repartir, c'est un chargement en continu tout au long de son trajet, pour que les eaux se mélangent au fur et à mesure que le navire avance. Donc vous n'avez pas de possibilité d'acclimatation de l'espèce qui vient d'un élément, puisqu'elle va rencontrer forcément le front qu'elle n'aurait pas pu traverser, et ainsi de suite, de façon à ce que quand on arrive dans l'autre périmètre où on doit recharger, eh bien on décharge petit à petit les eaux de ballast. Donc on a un aspect, on va dire, purement mécanique, de ce point de vue-là, et thermique. Mais on peut le doubler également d'un mécanisme de filtre, d'un mécanisme de filtration, Mais si en dépit de ces mesures physiques ou biologiques,
on ne peut pas avoir de résultat. Il est possible d'utiliser des produits chimiques, mais il faut demander l'autorisation de l'OMI, de l'Organisation maritime internationale. Organisation maritime internationale. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que déjà en 1982, la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer avait envisagé le dispositif. Article 196, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles. Mais cet article, qui est très minimaliste dans son approche, c'est une convention très large, visant l'ensemble des mers du globe, ce n'est pas une convention régionale, n'a pas eu d'effet. D'où le fait que l'OMI, dans sa convention de 2004, va développer un dispositif particulier, va déposer un dispositif particulier. En France, la France va ratifier ce dispositif. La France va ratifier ce dispositif, notamment en l'introduisant en droit français par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et le milieu aquatique, ce qu'on appelle la LEMA. Elle prévoit notamment la protection des eaux côtières contre le déballastage, avec des mesures pour prévenir, réduire, éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et les sédiments des navires. Il peut y avoir également ce qui n'est pas prévu spécifiquement dans la Convention OMI, mais des sanctions pénales qui vont frapper les capitaines des navires, qui vont faire du déballastage. Le problème qu'on a, grosso modo, d'un point de vue de la technique pénale, c'est autant quand vous avez une bonne vieille pollution à l'hydrocarbure, on peut la suivre par satellite et on peut retrouver le navire qui a dégazé en mer, autant les eaux de ballast, l'eau de mer d'une mer ressemble à l'autre et donc on ne la voit pas. Et donc on est incapable finalement, puisque le satellite le regarde par le haut, de regarder que le navire il aurait augmenté son tirant d'eau parce qu'il serait plus léger à l'arrivée au port. Et donc si vous voulez, la poursuite pénale, même si elle est intéressante dans le cas de ce dispositif, elle souffre quand même d'éléments techniques qui sont pas évidents du tout. Et donc vous avez tout un ensemble de mesures techniques. Alors c'est presque rien, puisque l'amende peut aller jusqu'à 300 000 € seulement avec immobilisation du navire. Immobilisation du navire, c'est presque rien, parce que un dégazage en mer, c'est jusqu'à 1 million d'euros d'amende et jusqu'à 1 année de prison. On y est moins, alors même que les effets sont quasiment identiques. Et si vous voulez, le problème du dispositif pénal qui a été adopté dans le cadre de la transposition de la Convention OMI me paraît quand même assez peu adéquat au regard des risques effectifs que l'on peut avoir dans ce cadre-là. Avec une fois encore, la grande difficulté, c'est comment on contrôle. Alors bien sûr, il y a des documents de bord, le livre de bord sur lequel le capitaine doit consigner toutes les activités du navire, qu'il y a eu déchargement à terre, rentrer dans le navire, etc. Mais pour autant, ça pose des problèmes. Et cet aspect de transfert de ces espèces dans un cadre maritime avec des grandes quantités, on l'a vu, n'est pas anodin, mais il pourrait paraître plus anodin, mais il peut être aussi transféré par l'homme. Lorsque, par exemple, le comité de l'environnement polaire va donner son avis au ministre de l'Environnement pour autoriser des navires à faire de la circumnavigation dans les eaux marines polaires, notamment en Antarctique, et qui sont extrêmement fragiles, vous avez l'obligation pour toute descente à terre de nettoyer parfaitement d'un point de vue biologique ou chimique les bottes, l'ensemble des éléments, parce que des éléments qu'on pourrait transférer à terre peuvent se multiplier. Ils n'ont tout simplement pas leur prédateur, ou ils n'ont pas la capacité. On l'a vu récemment encore avec la difficulté qu'on a dans certaines îles, à Saint-Paul et Amsterdam par exemple, où vous avez l'albatros d'Amsterdam qui fait l'objet d'un plan national d'action qui est en voie de disparition, tout simplement parce que l'espèce exotique envahissante, c'est le chat et le rat qui ont été transférés des navires sur place et qui ont appris des techniques de chasse particulières en bande, ce que font généralement pas les chats, pour déranger les parents, pour pouvoir aller croquer les petits oiseaux. Et donc vous voyez, on passe parfois de la simple petite larve qui paraît pratiquement à ce genre de... Puis vous avez une île qui est colonisée par exemple par le pissenlit. Et le pissenlit avec sa racine particulière
étouffe complètement la végétation du sol, et donc en étouffant cette végétation, va nécessairement conduire à un remplacement de la biodiversité qui la consommait. Donc vous voyez, j'allais dire, le moindre élément, je prends le chat et le chien, c'est pas anodin, c'est pas simplement l'espèce nuisible parce qu'elle va présenter toutes sortes de maladies, etc. Donc je reviendrai à ma préconisation initiale, hein, finalement. Il y a certaines espèces exotiques envahissantes, si vous savez les accommoder, faites-le, ça servira à la nature. Merci beaucoup.